Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto donne naissance à la blockchain Bitcoin. Dans ce tout premier bloc, on pouvait y lire le titre de la une du journal The Times, paru à la même date. Le chancelier envisage un deuxième programme de sauvetage bancaire. Une manière pour le père fondateur de marquer d'une pierre blanche la date de la création du Bitcoin, mais aussi pour signaler les dérives du système financier qui s'apprête à challenger. C'est la genèse de l'Internet of Money. Près de 12 ans plus tard, la révolution Bitcoin atteint certes une valorisation de plus de 700 milliards de dollars, sans pour autant parvenir à bouleverser le statu quo. Les politiques d'assouplissement monétaire sont de mise, leur recours à la planche à billets est toujours plébiscité par les investisseurs, mais c'est sans compter sur les derniers signaux émis par les marchés, surendettement des États, hyperinflation, faillite en série des banques et des indices boursiers qui atteignent des niveaux records. Quel espace occupe l'Internet of Money dans le monde actuel ? Quel rôle jouera le Bitcoin dans le basculement vers une société cashless ? La Decentralized Finance a-t-elle les moyens de révolutionner le système financier classique ? Parviendra-t-elle à se greffer sur le substrat d'un régime à prédominance capitaliste ? Bienvenue dans L+, le Deep Dive de l'or. Et pour en débattre, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Oussama Ouassini, consultant en intelligence économique, Badr Bellech, expert en blockchain, auteur de 7 ouvrages, Blockchain by Example, et Adil Hlimi, directeur de publication de Bourse News. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui celui qui murmure aux oreilles des hommes d'État et qui administre aussi pas mal de claques de temps à autre. Oussama, comment vas-tu ? Merci bien, alhamdoulilah. Et toi? Ça va Bonjour à très tout le bien. monde, c'est Badr, Ali, Adil, Sharfin, enchanté. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Badr Bellech, who's constantly blockchaining. Badr, comment vas-tu ? Ça va très bien, alhamdoulilah. Merci pour l'invitation encore une fois. Tout le plaisir est pour moi. Et enfin, l'excellent journaliste et directeur de publication de Bourse News, Adil Hlimi. Comment ça va ? Bonjour, c'est Ayoub, ça va très bien. Bonjour, c'est Oussama. Bonjour, Badr. Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un sujet très passionnant et qui façonne et qui façonnera le monde de demain, à savoir l'Internet of Money. Mais avant, je voudrais qu'on s'attarde un tant soit peu sur la conjoncture et sur les signaux émis par les marchés. Et je n'ai vraiment pas l'impression qu'on les intercepte à leur juste valeur et surtout de les interpréter parce qu'on navigue un peu sur des eaux troubles, il faut le dire, et on aura l'occasion d'en parler. Alors, compte tenu du haut degré d'incertitude, il semble imprudent de faire des prédictions très assurées, mais nous sommes tous, je pense, en quête de directionnel clair. Au regard de ce qui vient de se produire sur les derniers mois, par exemple dans le paysage bancaire, enfin, juin 2021, il y a eu le rachat d'HSBC par le fonds vautour Cerberus, la faillite de la banque anglaise Greensill, qui est spécialisée certes dans la facturage inversé, mais c'est une banque aussi. Donc, et puis, et surtout la clap de fin, la faillite de la plus vieille banque du monde, la Montepaschi, est sauvée, je le rappelle, en 2007, 2007-2008, il me semble, par l'argent du contribuable italien, et donc qui a fini par sombrer, l'air de rien. Et donc, on a eu aussi la Banque de France qui met en garde et pointe un niveau d'exubérance persistant au regard des fluctuations sur le marché. On a eu le PDG de Goldman Sachs qui a déclaré que la cupidité du marché dépasse maintenant la peur. Et donc, un ensemble de signaux émis, surtout sur les marchés, qui montre aujourd'hui que les choses sont ainsi faites, si j'ose dire, qu'il est impossible aujourd'hui d'arrêter la planche à billets et d'arrêter ce système qui est en marche. Vers quoi on se dirige ? C'est la question que je voudrais poser d'abord à Adil, parce que c'est quelqu'un qui suit de très près les marchés. Et donc, est-ce que tu peux dresser un tout petit peu l'état des lieux des marchés en 2021 et si tu peux un peu nous parler un peu des perspectives. Ok, Ayoub, je te félicite pour cette introduction. Tu as parlé de plusieurs phénomènes qui se passent ici et là et qui donnent des signaux d'alerte. Mais
moi, le message que je vais donner sur les marchés, c'est un message qui est positif. Parce que pour comprendre ce qui se passe actuellement, au moment où on est en train de parler le 15 janvier sur les marchés en 2022, il faut revenir en 2019, avant le Covid. Et, et si on revient à janvier 2020, donc au moment où on ne parlait pas encore de Covid, où il y avait quelques cas en Chine et on ne savait pas ce que c'était que cette nouvelle maladie. Je vais juste rappeler le message à l'époque des banques centrales. C'était le message suivant. Nous sommes euh, interpellés sur le fait que les taux d'intérêt vont rester durablement bas et qu'une remontée des taux de la part des banques centrales n'est plus un phénomène à l'ordre du jour à court, à moyen et long terme. Même au Maroc, Banque Maghreb avait clairement indiqué que le marché doit s'attendre à des taux qui soient durablement bas. Parce qu'on a compris depuis la crise de 2008 que on pouvait lier une politique monétaire directement au chômage et à la croissance, c'est ce qu'a fait la Fed aux États-Unis, et en réduisant les taux d'intérêt, en ouvrant les vannes du crédit et en faisant jouer ce qu'on appelle la planche à billets, eh bien, on pouvait créer de l'emploi. Ça a réussi, et ce modèle-là, tout le monde était en train de le reprendre. Le Japon l'a fait peut-être 20 ans plus tôt, ça n'a pas marché, mais parce que leur économie est spéciale, vieillissante, etc. Mais on a vu qu'aux États-Unis et en Europe, ça marchait. Et donc, le monde entier, en 2019, fin 2019, nous disait les taux vont rester durablement bas et il n'y a pas de risque d'inflation parce que même avec ces taux bas, il n'y a pas de problème. Et ouais, Donc, le je me Covid, souviens très bien d'une interview que j'avais réalisée avec Jean-Marc Daniel, qui est un économiste basé en France. Je l'avais titré avec sa citation où il disait que l'inflation avait disparu sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est exactement. voilà. Et Et donc, donc, ouais, tu parlais des taux d'intérêt relativement bas. On est même et passé à donc des taux d'intérêt négatifs. voilà, c'est ce qui provoque la hausse des actifs risqués, les actions, etc. Même les cryptos, on parlera tout à l'heure de cryptos, ils ont profité de ces taux d'intérêt bas. Et ça soulève des questions hein, sur les rôles de crypto, le fait qu'ils aient profité de ça, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un retour de l'inflation qui est dû à une sortie de crise avec une demande plus rapide que la reprise de l'offre, avec des tensions sur l'approvisionnement, des tensions sur le fret, etc. On a de l'inflation et on est en train de se poser la question, est-ce que les taux vont rester durablement bas ou est-ce qu'on va devoir les réajuster un tout petit peu à la hausse pour calmer l'inflation? Et là, on est en train de sortir de la situation qu'on avait avant le Covid avec une nouvelle donnée qui est celle de l'inflation qu'on avait cru avoir enterrée. Et la grosse question sur laquelle les banques centrales n'ont pas de réponse claire, est-ce que l'inflation qu'on est en train de voir maintenant, elle est transitoire ou c'est un nouveau cycle haussier long terme? La Fed, l'été, ils ont dit que c'était transitoire. En septembre, ils ont dit que c'était transitoire. En décembre, ils ont dit on ne sait pas trop. Si on veut parler du Maroc, si vous posez la question au Walid Moghreib, la question a été posée 2 fois de suite. Il a dit je ne commente pas l'inflation. Je vous donne les chiffres, je vous donne les projections. Je ne peux pas dire si elle est transitoire ou pas. Donc, c'est la réponse à cette question qui va conditionner l'évolution des marchés cette année. Finalement, c'est l'inflation. Oussama. Je te dis directement la réponse. Les taux d'intérêt resteront toujours bas. La raison, elle est très simple, elle est mathématique. Je vais prendre un exemple des États-Unis. Entre 2008 et maintenant, plus de 80% de l'endettement qui a été réalisé, de l'endettement total, fin 2020, 80% de cet endettement a été réalisé entre 2008 et maintenant. Donc, lorsque tu as un endettement de 3 000 milliards, de 1 500, de 1 300, de 1 400 milliards d'euros pour des pays européens, lorsque tu augmentes ton taux d'intérêt, ton taux directeur, de seulement de 0,5, tu es en train de faire baisser ton PIB automatiquement entre 15 et 20%. C'est-à-dire que ton PIB, 20%, 4% supplémentaire de ton PIB est consommé par le paiement des intérêts de la dette. Je prends un cas très simple. Imagine que tu as 3 000 milliards de dollars de dette, que le taux il est de 1%. Ça te fait un endettement. Chaque année, tu dois payer 300 milliards de dollars d'intérêts. Ça, c'est mathématique. Imagine que demain, c'est de 1,5.
tu rajoutes 150 milliards. Si ta croissance ne suit pas, excusez-moi du terme, ils sont dans la merde. Ça y est, la réponse est donnée. On est arrivé à un moment où l'endettement est tellement important et que l'endettement dépasse parfois même le PIB d'un pays. Alors, si tu augmentes de 0,25 ou de 0,5 ton taux d'intérêt, tu multiplies de l'autre côté. Donc, si tu as, par exemple, 1000 milliards, multiplié par 0,5, ça te fait 50 milliards. 50 milliards, il faut avoir un demi-point de croissance au niveau du PIB. Et un point de... Et on sait très bien qu'au niveau des statistiques, on se base sur 0,2, 0,3 de plus par rapport à de projections. Partant de ce principe-là, et on ajoute par la suite le vieillissement démographique de la population en Europe et aux États-Unis, qui veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui vont commencer à consommer, l'équation mathématique d'Ara. Et automatiquement, de ce fait, le système il est en train de bugger. Surtout en plus, comme il vient de dire Adib, que les taux d'intérêt sont négatifs, c'est quelque part, on est en train d'imposer des épargnants. Ou l'épargne, c'est eux qui garantissent les bons trésors des emprunts étatiques. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc le seul moyen pour s'en sortir, et la BRI vient de le dire il n'y a même pas une semaine, elle veut d'ici 2025 qu'il n'y ait plus de monnaie espèce. Et tous les banques centrales sont en train de travailler pour mettre en place de la crypto. La question était, quand vous lisez les indicateurs des marchés, etc., vous avez commencé avec la situation bancaire. Je crois que la situation bancaire, c'est un indicateur plus fiable que la situation des marchés. Parce que les marchés, quand même, je vais dire, se portent bien quand il y a de l'injection monétaire, c'est-à-dire ne reflètent pas la réalité en quelque sorte économique. C'est-à-dire ils reflètent plutôt les monetary policies, c'est-à-dire les politiques monétaires. Donc, je vais dire que plutôt on doit se poser la question concernant la situation des banques elles-mêmes. Parce que si on comprend vraiment la situation chez les banques, vous avez mentionné qu'il y avait des faillites, etc. Et on a peur d'avoir un effet systémique. Bon, on ne va pas arriver à ce moment-là, mais je veux juste ajouter quelques éléments. Je vais ajouter 2 points. Le premier point, c'est l'endettement des banques en Europe, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le average ratio, c'est-à-dire le leverage ratio chez quelques banques, comme par exemple les banques françaises, on parle de 40 fois, c'est-à-dire la dette est 40 fois supérieure au capital propre de la banque. En Allemagne, chez la Deutsche Bank, je crois qu'on est en 50, etc. C'est-à-dire les banques sont en quelque sorte surendettées dans la zone euro. Et cet surendettement, je vais dire que ça constitue un problème. Parce que s'il y a une récession, ces banques auront un problème de liquidité similaire à celui de 2008. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont intérêt à faire booster l'économie coûte que coûte, quelles que soient les situations. Or que, pour la première fois, ce qui est différent de 2008, c'est qu'actuellement, on a un problème lié directement à l'économie réelle. Non pas comme en 2008, on avait un problème avec la finance. C'est un problème financier plus qu'économique réel. Je m'explique. Actuellement, un problème, c'est qu'on a des fermetures de frontières, on a des usines qui ferment, on a un problème d'approvisionnement, etc. C'est-à-dire, c'est difficile de redémarrer l'économie. Et donc, ce risque-là, pour d'autres banques, il a créé un deuxième problème que je vais expliquer, c'est qu'il y a d'autres banques qui sont en surliquidité, en dépôt. Par exemple, si vous voyez, je vous ai envoyé un lien qui présente les statistiques de la Fed. Quel est le problème que la Fed a rencontré? C'est qu'ils ont commencé un problème de quantitative easing, c'est-à-dire ils injectent des monnaies dans les marchés, bien sûr en achetant la dette, mais les déteneurs de la dette, c'est les banques, donc on injecte indirectement de la monnaie dans les banques, mais les banques, contre la situation et le risque actuel, au lieu de faire, c'est-à-dire circuler la monnaie, ils la déposent, c'est-à-dire ils la détiennent. Et ce problème de détention c'est-à-dire des dépôts au lieu de stimuler l'économie a 2 problèmes. C'est que l'économie ne sera pas stimulée et aussi ça évite, c'est pour ça pourquoi
beaucoup de gens se disent il y a beaucoup de création monétaire, la masse monétaire est en train de gonfler. Pourquoi il n'y a pas un problème de hyperinflation? Je veux dire, ma propre compréhension, c'est qu'il n'y a pas de la circulation monétaire. On injecte beaucoup d'argent dans les marchés, les banques l'entassent chez eux et ainsi. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais les sinkholes, c'est-à-dire il y a des trous noirs qui avalent cet argent-là au lieu que l'économie réelle profite. Et c'est pour ça, je vais ajouter juste un dernier point, on va le lier à la vaccination. Je crois qu'il y a cette polémique vaccination, on essaie d'imposer c'est-à-dire ces politiques-là, c'est juste pour rassurer les marchés, pour leur dire voilà, tout va bien, l'économie va redémarrer, tout le monde va travailler, c'est-à-dire va reprendre son activité et donc portez-vous bien. Parce qu'actuellement, c'est le dernier point que je vais ajouter, c'est que le grand problème dont on souffre, c'est la financiarisation de l'économie. Donc, au lieu de considérer que l'objectif, c'est c'est-à-dire de booster l'économie, l'objectif devient de booster la finance. C'est comme qu'on dit avec le proverbe, le patient est mort, mais l'opération est réussie. C'est exactement la situation actuelle. C'est qu'on considère plus la finance que l'économie réelle. Oui, et justement, c'est vrai que l'économie, autrefois, on avait une finance qui pouvait être baquée, on va dire, par une économie réelle. Mais là, pour le coup, on est dans un contexte où les zones, où les usines, pardon, tournent au ralenti, où il y a des goulets d'étranglement partout, où les chaînes d'approvisionnement sont un peu perturbées un peu partout. Il y a des problèmes de fret, comme l'a signalé Adil tout à l'heure. Mais alors, une question. Par rapport justement à ce réajustement du marché, bien entendu, on se gardera encore une fois de toute prédiction. Voilà, on est là, on n'est pas là pour ça, mais le marché, et je parle sous votre contrôle, le marché finit toujours par s'autocorriger. Et d'ailleurs, Adil, du point de vue chartiste, on va dire, le marché finit toujours par s'autoréguler, on va dire. Est-ce que l'apparition de l'Internet of Money n'est pas une manière pour le système de s'autoréguler? Pour moi, non. Si tu me donnes la parole au premier, pour moi, non. Il faut savoir que les marchés ne sont absolument pas éloignés de leurs valeurs fondamentales actuellement. Si on prend les marchés américains, qui connaissent leur plus fort rallye depuis peut-être 30 ans ou 40 ans, il faut savoir que la croissance bénéficiaire des entreprises américaines est plus rapide que celle du marché. Le S&P 500, il a gagné 27% cette année 2021. Quand tu prends 27% en absolu, ça paraît beaucoup. Mais la valorisation des marchés, on ne la prend pas comme ça en termes absolus. C'est tout le temps en termes relatifs. Quand vous avez des marchés qui progressent de 27% ou de 30% en Europe, de 20% au Maroc, et vous avez des entreprises dont les bénéfices augmentent de 40%, 50% et 40% au Maroc, les marchés sont moins chers maintenant qu'avant la crise. Je ne sais pas si tu vois le raisonnement. C'est-à-dire que les bénéfices des entreprises progressent plus vite que la croissance du marché. Et quand on prend les valorisations en dirhams, en dollars, en euros, et qu'on la rapporte à la masse bénéficiaire des entreprises, eh bien, elle est plus faible maintenant qu'il y a 2 ans, il y a 1 an surtout, au sommet de la crise. C'est-à-dire que tant que les entreprises créent de la croissance rapide et gagnent de l'argent et fondent les marges, la hausse des marchés est justifiée. Supposons qu'il n'y ait pas de monnaie centrale, que les taux ne soient pas aussi bas, qu'il n'y ait pas autant d'injections de liquidités. Les marchés ne seraient pas aussi hauts que maintenant, c'est clair. Donc, c'est clairement une raison, une principale raison, l'une des principales, c'est les injections de liquidités. Mais il y a également les bénéfices des entreprises qui augmentent et qui font que les valorisations ne sont pas excessives. On peut trouver des marchés où les valorisations sont élevées, un peu, ça reste des cas isolés. Si on prend le PER, qui est un indicateur généralisé que tout le monde peut comprendre, il tourne autour de 20, 21 aux États-Unis, il tourne autour de 20, 21 en Europe, rapporté aux bénéfices 2021 attendus. Il tourne autour de 20, 21 sur des marchés matures un peu africains, comme la bourse de Casablanca. Et on est vraiment sur des niveaux qui sont
pas très éloigné de l'historique, en dehors de la pandémie, en dehors des taux, etc. On n'est pas sur des valorisations excessives. Là où on peut avoir une bulle, par contre, là où on peut avoir une bulle, c'est sur le marché des taux. Parce qu'on remarque des phénomènes qui sont des fois incohérents. Quand vous avez des déficits publics qui explosent un peu partout dans le monde à cause de la pandémie et de l'arrêt de l'économie, et que vous avez les taux d'intérêt qui n'augmentent pas sur le marché secondaire, pas sur le marché primaire, pas au niveau des banques centrales. Parce que les banques centrales fixent des taux directeurs. Okay. Ensuite, il y a les États qui empruntent sur le marché, sur un marché primaire. Et cette dette-là des États, elle connaît également un marché secondaire où les gens vont vendre et acheter de la dette publique. Eh bien, sur le marché primaire et secondaire de la dette publique, les taux n'augmentent pas alors que les déficits publics explosent. Et ça, c'est une anomalie. C'est une anomalie qui s'explique largement par le fait que les banques centrales essaient d'anesthésier ces marchés en maintenant les taux bas. Parce que, comme l'a dit Oussama tout à l'heure, si le taux progresse, ben, c'est comme si vous vous mettez à l'intérieur d'un seau et vous voulez le soulever. C'est impossible. Donc, vous ne pouvez pas créer de la croissance avec des taux qui augmentent. Donc, les banques centrales essaient d'anesthésier les taux sur le marché secondaire, sur le marché primaire, soit en rachetant directement de la dette publique, soit en maintenant des taux directeurs très bas. Et ça crée une bulle. Parce que le jour où on va commencer à normaliser, c'est-à-dire essayer de revenir à une politique monétaire plus normale, eh bien, on va débouchonner le truc et les taux d'intérêt vont exploser. Et là, on va se retrouver avec des déficits publics qui, si aujourd'hui c'est 100% du PIB, ça va passer à 150, 160% rapidement, juste avec une revalorisation de la dette parce que les taux d'intérêt vont augmenter. Là, pour moi, là, il y a un problème. Mais sur les marchés des actions, il n'y a pas vraiment de problème. C'est-à-dire que les valorisations actuelles qui paraissent excessives quand on regarde juste les variations, ben quand on travaille en termes relatifs, en rapportant les variations des marchés aux résultats des entreprises, les valorisations ne sont pas si excessives que ça. J'insiste, c'est très important parce que il y a une baisse. Un CAC à plus de 7200 points, 7100 points. C'est pas excessif. Un S&P 500, il faut que tu c'est regardes. limite exponentielle. Il faut, en fait, cette vision-là, de regarder juste la progression des indices, c'est une vision incomplète. Tu regardes avec un seul œil. Il faut rapporter. Tu regardes quand même. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que ça attire l'attention. Comment ça se fait? Parce qu'on a vu ça beaucoup dans la presse, ce type de commentaires l'année dernière. Comment ça se fait que les économies sont en train de sortir à peine d'une pandémie et les indices sont sur des plus hauts historiques? Bah oui. Eh bien, parce que vous avez des indices. Si tu prends, pas que. En bonne partie la planche à billets, mais pas que. Si tu prends le marché américain, le S&P, les plus grosses boîtes sont des boîtes technologiques. Les boîtes technologiques ont vu leurs bénéfices exploser pendant la pandémie. Ils ont fait des progressions historiques de résultats. Et le fait que les marchés voient que les taux d'intérêt sont bas, les bénéfices des entreprises augmentent très vite, ben, c'est normal qu'ils achètent. C'est normal qu'ils achètent. Et donc, encore une fois, il ne faut pas regarder juste l'évolution de l'indice, il faut tout le temps la rapporter aux bénéfices des entreprises. Mais sur le marché de la dette, je suis d'accord, on peut parler d'un phénomène de bulle qui se met en place. Juste une question concernant cette. Vous avez évoqué l'idée, les entreprises tech, etc., qui font du bénéfice. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que cette survalorisation, je vais dire, est en quelque sorte due à cette abondance de liquidités injectées dans les marchés? En fait, c'est les deux raisons. C'est l'abondance des liquidités et les bénéfices des entreprises. C'est les deux raisons. Je le disais tout à l'heure. Avec quel facteur de pondérance, on va dire, si on pondère la chose? Je mettrais 60% à 70% pour la liquidité et 30 à 40% pour les bénéfices. C'est pour ça que, et c'était ma phrase d'introduction, si vous enlevez le facteur planche à billets, les valorisations seraient moins élevées, mais elles resteraient tout de même élevées parce que les bénéfices des entreprises sont élevés. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on parle de slope, c'est-à-dire de cours, oui. Mais là, c'est le facteur, c'est-à-dire de croissance de ces cours-là qui est justifié par cette liquidité. Donc, c'est du gonflage en quelque sorte. Oui, clairement. Revenons un peu à la question, parce que personne ne m'a répondu sur Rapidement, je finis ma réponse parce que j'avais commencé, je n'ai pas répondu à ta question. J'ai dit non pour une raison très simple. Le poids
de ce que tu appelles justement Internet of Money par rapport à la finance conventionnelle reste modéré pour le moment. Donc, il y a une brèche qui s'est installée, mais ce n'est pas l'alternative absolue parce que le poids de cette finance-là par rapport à la finance conventionnelle reste encore petit. Ce qui se passe actuellement dans le monde, à partir, comme il a bien dit Badr ou Adil, à savoir, on remarque que les actions des GAFAM et des BATX représentent plus de 80% de la valorisation boursière, alors que le reste ne vaut rien. Je dirais que tout simplement, actuellement, on est dans une étape, dans un segment de temps, dans une fenêtre de temps, où l'ancien monde a du mal à mourir et le nouveau monde a aussi du mal à naître. Je vais expliquer ça autrement. Maintenant, la question, le marché ne ment pas, comme a dit Adil, et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, si on part du principe, par exemple, on dit que comment se fait-il que les actions des GAFAM de la haute technologie augmentent exponentiellement, alors que d'autres non? La raison est très simple. Je vais vous donner un exemple très simple, concret, qui existe actuellement dans le domaine des constructeurs automobiles. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, vous savez très bien que tous les constructeurs automobiles disposent de leur propre banque qui leur permet à eux de stimuler un peu le marché des ventes d'automobiles et que les banques commerciaux, etc., ne sont qu'un moyen. Alors, à ce moment-là, en ce temps-là, en 2008, si on prenait l'ensemble des constructeurs automobiles, Ford, General Motors, Renault, Peugeot, BM, Audi, Skoda, Fiat, Seat, les Chinois, c'est une capitalisation boursière approximativement de 500 milliards. Et en 2008, ils avaient 300 milliards de dettes. Comme revenant, la dette était tellement énorme qu'ils n'avaient plus les moyens de pouvoir financer une création de nouvelles voitures pour pouvoir vendre plus. Alors, ils se sont retournés vers les gens qui disposent de l'argent. Comme vous savez très bien, Microsoft ou Google investissent 100 milliards chaque année en recherche et développement. Ils sont allés les voir. Ils leur ont dit, écoutez, on voudrait bien que vous participez dans nos capitales en injectant un peu plus d'argent. Non, merci, je ne veux pas. Ah bon, pourquoi? Parce que mon but, c'est que vous disparaissez et que mes voitures autonomes prennent de la place. C'est la guerre qu'il y a actuellement. Alors maintenant, pour revenir, pour expliquer encore un peu plus ce qu'a dit Adil, pourquoi le cours des actions montent très vite. La guerre économique, je précise. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai expliqué pourquoi les actions montent en bourse alors que les bénéfices ne suivent pas. Lorsque toi, en tant qu'auprès des banques, on peut te prêter de l'argent à presque à 0% d'intérêt, il est plus facile pour moi de gagner de l'argent en rachetant. Pardon? Il est plus facile pour moi de racheter ma dette, à savoir mes actions, et je les revalorise, que de les injecter dans un marché qui n'est pas sûr. C'est la moindre des choses. Je ferai la même chose. Si j'ai de l'argent supplémentaire dans ma poche, je ne vais pas aller l'investir. Je vais essayer de rembourser ma dette. Et donc, automatiquement, le cours de l'action monte. Il se rachète les actions. Donc, il n'y a pas d'évolution de marché. Il y a les cours d'action qui montent. Et donc, le problème, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Le seul rôle que doit jouer une banque centrale, c'est de bien définir le taux d'intérêt directeur. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt directeur permet tout simplement d'assainir le marché des entreprises zombies. Lorsque tu as un taux d'intérêt directeur de 0%, ce que tu permets à n'importe quelle société d'exister. Alors que si tu mets un taux directeur à 2 à 3%, la boîte a intérêt à avoir des bénéfices de 5 à 6% pour au moins rester en compétitivité et rester sur le marché. Donc, quelque part, maintenant, on a mis tout le monde en réanimation. Et la question de compétitivité, de productivité n'existe plus. Mais le jour où on va se réveiller, on aura un tissu économique dont 80% est mort. Et c'est pour ça que le taux directeur, la vraie valeur du taux directeur, c'est de tuer avant que le concert se gangrène, de tuer les entreprises qui ne sont pas rentables. C'est ça le vrai rôle d'un taux d'intérêt, c'est ça le rôle d'une banque centrale.
c'est de permettre à l'assiette fiscale d'être toujours existante, assez importante, pour que l'État puisse pomper de l'argent et de subventionner des investissements et de se payer. Si demain tu es en train de tuer ton assiette fiscale en subventionnant l'ensemble de ton tissu économique et que tu sais que demain, 80% de ce tissu économique n'existera plus, tu es en train de te tirer une balle dans la tête. Maintenant, ils sont en train de faire ça tout simplement pour retarder, au lieu de se prendre une bonne claque une fois pour toutes et on en finisse, maintenant, chaque fois, on se prend des petites tapettes. Mais le jour où le système ne tiendra plus, ouais, à ce moment-là, c'est la grosse claque. La grosse gifle. C'est ça, c'est mathématique. Et maintenant, le système, maintenant, le problème, c'est que l'ère de la quatrième révolution industrielle, à savoir Internet et tout ça, il en profite pour se positionner. Par exemple, la crypto sur le mur des banques centrales, ils ont pu mettre un petit trou de quelques dizaines, centaines de milliards de dollars sur une assiette qui est un peu plus importante. Mais ce petit trou, effectivement, plus des gens auront de plus en plus, entre guillemets, confiance de ce petit trou, plus le trou grandira. Et le jour où il arrivera à un certain seuil, l'effet de levier, lorsqu'on arrivera à un certain effet de levier, l'autre système disparaîtra et le système de crypto prendra place. Le jour où les gens n'auront plus confiance dans le système monétaire actuel, passeront à l'autre système. Parce que l'autre système, il n'est pas corruptible. On va y venir. Badr. La deuxième partie de la question s'autoréguler, c'est quand même difficile. Donc déjà, on doit décrire quel système on est en train, c'est-à-dire de quel système Parce on est que, en en train de fait, parler. ouais, quand on voit un peu cette culture du Bitcoin qui est en train de prendre forme, et ces gens les adeptes du Bitcoin, c'est des gens qui croient quand même au pouvoir d'une forme distribuée de gouvernance. Exactement. Ça, il faut le dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Là, vous êtes en train de parler des premiers utilisateurs de Bitcoin, parce qu'actuellement, c'est plus les bancaires, le monde finance qui investit dans le Bitcoin. Ça, c'est en quelque sorte un résultat de la situation actuelle, ou plutôt, je vais dire, des dérives de la finance classique qui sont portées vers les cryptos. Et c'est pour ça, par exemple, je vais sortir de la discussion. Si vous suivez la perturbation des cours de Bitcoin avant 2015, ça n'a rien à voir avec après 2015. C'est-à-dire, il y avait en quelque sorte des changements qui sont fluides, même, je vais dire, des cours stables en quelque sorte. Mais après que les grands fonds d'investissement flashent beaucoup de banquiers, etc., les choses ont changé parce que ces gens-là ont énormément de liquidités, donc ils ont affecté le marché, je vais dire. En fait. Donc pour revenir à ces gens-là, à cette vision initiale, oui, bien sûr, le Bitcoin, il a été créé pour résoudre un problème bien spécifique. C'est une monnaie, exactement une monnaie, qui est en dehors du contrôle de n'importe quel organisme. Le monsieur Satoshi Nakamoto, qu'est-ce qu'il a fait? Il a privé toutes les banques privées ou banques centrales de ce pouvoir de création monétaire et il l'a mis au moins de la population, c'est-à-dire du réseau. Et là, c'est pour éviter les dérives humaines c'est-à-dire qu'il impacte notre futur économique. Je m'explique. Donc, si je vais dire, si on cherche la source du problème dans toute la finance qu'on a actuellement, on va trouver deux problèmes. C'est la création monétaire et c'est les taux d'intérêt. Donc là, Bitcoin évite ces deux problèmes-là. La création monétaire, pas n'importe laquelle, la création monétaire peut-être oui, ex oui, nihilo. Bien sûr. Oui, voilà. C'est-à-dire la cour. Juste entre... Il n'y a que ça. Donc, je vais dire que la création monétaire, à partir de rien. Je ne connais pas une création monétaire actuellement, c'est-à-dire basée. Si tu connais, Donc, l'idée, c'est que l'objectif initial de la création de Bitcoin était vraiment de créer une monnaie en dehors du contrôle. Initialement, c'était créé ainsi pour éviter qu'elle soit stoppée. Si vous lisez le papier de Satoshi Nakamoto, il ne rentre pas dans ces détails économiques, voilà, l'inflation ou la masse monétaire. Lui, il dit tout simplement, j'ai créé un système de paiement de bout en bout. On va revenir à ce point, quelqu'un va me dire, ouais, Bitcoin qui est là,
on doit comprendre la vision initiale. C'est que c'est un système de paiement de bout en bout qui doit être utilisé et non pas, c'est-à-dire vendu, exchange, c'est-à-dire échangé contre une autre devise. Ce n'est pas un asset, elle a été créée comme une monnaie. Donc, c'est une monnaie qui a la C'est bien de caractéristique, préciser ça. la caractéristique majeure de cette monnaie, c'est qu'elle est en dehors du contrôle de n'importe qui. Il n'y a pas une personne qui peut décider. Et je vais ajouter un point, c'est que Citibank, ils ont fait sortir un rapport extrêmement important. Je rejoins l'idée de l'égalité au Sama, les monnaies de banque centrale. Ils ont dit, voilà, si les monnaies de banque centrale, je peux partager l'étude, mais si les monnaies de banque centrale arrivent, c'est-à-dire sont de plus en plus adoptées, et certainement, Bitcoin sera la monnaie de préférence pour le trade, le commerce international. Et il explique pourquoi, etc., etc. On peut entrer dans les détails après. Mais de dire, voilà, Bitcoin, c'est une monnaie qui a été créée pour priver n'importe qui de ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui peut corrompre n'importe quelle entité, que ce soit, que ce soit de bonne foi ou de mauvaise foi. Donc, l'idée, c'est que Bitcoin prive n'importe quelle entité de ce pouvoir de création de la monnaie et la met aux mains de tout le monde, mais avec des règles qui sont spécifiques, avec une rareté prédéfinie, qui prend les mêmes, je vais dire, caractéristiques de l'or et les utilise dans un format numérique. Quand on parle de l'or, j'ai une idée, c'est que beaucoup de gens me disent, voilà, la meilleure solution à notre problème de création monétaire, c'est de revenir vers l'utilisation des métaux précieux, etc. L'or, je suis pro-utilisation des métaux précieux. On est en train de parler en quelque sorte philosophiquement, non pas pratiquement. Donc, quelle est la différence entre utiliser un Bitcoin et de l'or directement? C'est que en utilisant de l'or, vous êtes en dehors c'est-à-dire vous êtes protégé contre l'État elle-même. Je m'explique. Si vous utilisez l'or, l'État peut faire sortir une loi et l'appliquer. Par exemple, de t'interdire d'échanger en or. Ou là, plus que ça. C'est ce qui s'est passé en aux 1960. États-Unis. Mais plus important que ça, si on veut utiliser de l'or, il doit être standardisé. Qui dit standardisé, il doit être créé par une entité. Donc, on sera dépendant d'un État. Et donc, pour utiliser, par exemple, l'or, c'est presque impossible parce que s'il n'y a pas un État ou un organisme qui va standardiser les coins ou des firmes de الشريطات من الجنب ما عرفتش عرفت ديك الشريطات حيت يديرهم باش كانوا الناس كياكلوا شويه الذهب من القطعه وهذا. Donc l'idée c'est que si on veut utiliser l'or comme un moyen d'échange, c'est presque impossible dans la situation actuelle, dans ce nouveau mode d'État, parce que les États, depuis le XXe siècle, on a un nouveau mode d'État. C'est un État État-nation qui est plus présent, qui arrive à contrôler, qui a un niveau de contrôle qui n'a pas de précédent. C'est-à-dire, il peut te priver de n'importe quel droit. On l'a vu, par exemple, dans le cas du vaccin. Donc, juste pour dire, voilà que, même si on veut utiliser l'or, il y a des limites. Sauf qu'avec Bitcoin, il n'y a pas ces limites-là. On a une monnaie avec une création communautaire, avec des protocoles qui sont clairs, avec des règles claires, mais plus important que ça, personne ne peut t'interdire ou te stopper de l'utiliser. وهذا هو le grand avantage de la crypto-monnaie. Et si on a ce petit concept, juste ce petit concept de l'indépendance de n'importe quelle entité, on peut créer une nouvelle finance. Parce que le problème actuel, c'est on est dans cette bulle, c'est pas la bulle, c'est-à-dire financière, c'est-à-dire on est en train dans ce box, cette boîte, la finance, avec des règles préétablies et on essaie de jouer juste avec les règles. Là, on est en train de dire, voilà, on ne veut plus cette finance-là, on est en train d'imposer une nouvelle finance. Et j'ai bien aimé l'idée de l'égalité, ça veut dire le mauvais, c'est-à-dire l'ancien régime a du mal à mourir et c'est-à-dire le nouveau a du mal à naître, oui, précisément parce qu'il y a, je vais dire, une résistance dans les deux sens. هاد القدام ne veulent pas prendre la relève parce que si on utilise de la crypto globalement, mais les banques centrales, ça veut dire, parce qu'au moins ils connaissent l'inflation ou l'injection monétaire, il est qu'est-ce qu'il va faire? Tu me suis. Donc c'est vraiment deux mondes qui sont en quelque sorte en concurrence, qui essaient de, soit ils vont converger, comme l'a dit Citibank, donc on aura des monnaies centrales, CBDCs, avec du Bitcoin qui sera utilisé entre pays, etc., etc. وهذا غيحل علينا المشكل ديال الدولار وديك القضيه اللي كيسموها باكس امريكان, c'est-à-dire le dollar c'est pas que une monnaie
mais c'est une assurance géopolitique ou C'est un donc outil d'hégémonie économique, etc. d'hégémonie, Ouais, oui, d'accord. avec de la paix garantie en quelque sorte. Ce qu'on appelle Pax Americana, c'est-à-dire vous utilisez le dollar, vous êtes OK, vous ne les utilisez pas. On a vu ce qui est passé en Irak, ce qui est passé en Libye, ce qui passe dans les pays de evil countries, etc., etc. C'est pas une question très simple. Mais le Bitcoin a une deuxième force, c'est le peuple, c'est-à-dire l'adoption massive. Le Bitcoin, parce que personnellement, je crois qu'en Bitcoin, la majorité des cryptos, c'est juste, c'est du rien. Donc le Bitcoin, c'est une monnaie, c'est de l'or digital qui se base vraiment et qui inspire sa force de la masse. Et on a vu avec la pandémie qu'actuellement, vraiment, il y a une divergence entre la vision populiste qui se base sur un peuple, sur des communautés, avec une vision qui est plus centralisée. Alors que je dis, elle est pro-vaccin contre anti-vaccin, je crois. Donc c'est vraiment. J'adore du coup le Salvador. Le Salvador n'a pas pu avoir un emprunt au niveau mondial, aller utiliser la crypto. Et je vous jure, si le truc marche, ça marche. C'est-à-dire, on n'en sait rien jusqu'à présent. Il y a des gens, effectivement, il y a des mafieux qui ont racheté. Il y a des mafieux qui ont acheté. Mais on ne sait pas encore à la fin. Mais si ça marche à la fin, c'est une révolution. Pas dans ces règles, je m'excuse. Non, allez-y. Je crois qu'Ayoub avait la parole. Non, c'est une discussion ouverte. Bon, intellectuel, j'aime bien intellectuellement l'idée du Salvador, mais j'adhère pas, franchement. C'est un risque. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Sibadr. Il y a plein de sujets sur lesquels je suis d'accord avec lui. Il y en a avec lesquels je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que je sais que c'est un spécialiste historique au Maroc de la blockchain, pour ne pas dire le premier spécialiste au Maroc, effectivement, de la blockchain. Je crois qu'autour de la table, autour de cette table virtuelle, on est tous d'accord sur l'importance de la blockchain et sur le fait que dans 10 ou 15 années, peut-être que la ménagère, peu importe où elle habite dans le monde, elle va recevoir un service ou un autre à travers une blockchain. On est d'accord. Je crois que le sujet de la blockchain, on ne le discute pas. C'est une révolution, il n'y a pas de débat. Qui n'a rien à envier aux révolutions précédentes. Exactement. Sur la blockchain, il n'y a pas de sujet. Maintenant, sur la perception de la crypto. Si je prends la boîte dont parlait Badr, celle de la finance conventionnelle, les outils de la finance conventionnelle, et je mets la crypto devant, je suis très d'accord avec lui quand il dit que il y a Bitcoin et tout le reste, parce que c'est vraiment Bitcoin qui est le plus crédible des cryptos pour le moment, au jour où on est en train de parler instantanément. Mais quand je prends le Bitcoin et je le mets devant le spectre de la finance conventionnelle, j'ai des résultats qui ne correspondent pas à la définition originale du Bitcoin. Je m'explique. Quand je dis que le Bitcoin est une monnaie et pas un actif, aujourd'hui, quand je mets le Bitcoin devant ce spectre, je vois qu'au contraire, le Bitcoin est un actif. Et pas du tout une monnaie. Est-ce qu'on peut garder ce point pour la fin? Parce que normalement, on devrait se pencher sur ce point-là vers la fin. Initialement, il a été créé comme monnaie. Oui. L'objectif, c'est une deuxième discussion. Oui, ok, on est d'accord. En créant le Bitcoin, une monnaie difficile à confisquer, en fait, on revalorise en quelque sorte la valeur du travail. Parce que pour gagner de l'argent, il faut bosser. Et donc, en fait, le Bitcoin, qui émerge de nulle part. C'est une monnaie si difficile à trouver que celui qui fournit l'effort va pouvoir, on va dire, trouver cette monnaie-là. En fait. En utilisant les monnaies classiques, il risque, en quelque sorte, si on dit, par exemple, si on lit l'inflation directement à la création monétaire, c'est-à-dire à cette chute de la valeur qui a été attribuée initialement à votre travail. Par exemple, et par conséquent, le travail ne vaut plus la même valeur. C'est ça, c'est une monnaie qu'on ne peut pas voler. C'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise à l'inflation. soumise à l'inflation, non, c'est un débat.
dans le sens où on va définir l'inflation, comment on la calcule, etc. C'est tout un débat. Donc, donc si j'ai bien compris, si on va dire la valeur du travail, s'il est récompensé en dirhams, tu auras maintenant une valeur X, et s'il est récompensé en Bitcoin, tu auras valeur Y. Or, d'ici un an, la valeur X sera maintenant divisée par 0, je ne sais pas combien, et la valeur Y sera multipliée par 0, quelque. Parce que Bitcoin, c'est en quelque sorte une monnaie déflationniste, et les autres monnaies sont des monnaies inflationnistes. Parce que déjà, Bitcoin, il a été créé avec cette vision déflationniste dès le départ. On veut avoir une monnaie qui monte en valeur. C'est pour ça qu'il y a la rareté. Et pour la rareté plus la divisibilité du Bitcoin vers des milliards, des centaines de milliards. Donc l'idée, c'est que le monsieur qui l'a créé, je veux dire le monsieur, bon, celui qui a créé le projet avait en tête, je vais dire, la mise en place d'un système qui garde la valeur intacte. S'il ne la garde pas, au pire des cas, il ne fait pas la perdre. C'est-à-dire, si je te paye pour ton travail aujourd'hui, si tu gardes avec la monnaie dans une banque, sans intérêt par exemple, ou là, donc d'ici 10 ans, avec l'inflation, la valeur. Donc, si on était dans un monde, je vais dire, théoriquement, si les dérives des marchés classiques ne rentraient pas dans Bitcoin, parce qu'actuellement, la valorisation, elle est là, mais avec un risque. C'est que la perturbation des marchés, les Bitcoins, je parle, alors on doit comprendre les raisons derrière. Actuellement, l'un des défauts du Bitcoin, c'est qu'il y a des acteurs financiers classiques qui rentrent sur scène et qui jouent avec cette échangeabilité du Bitcoin. Et cette échangeabilité du Bitcoin, c'est un problème qui nous risque de ne pas avoir de la valorisation du travail légitime. Alors, la valorisation du travail serait au bon définition si on utilisait le Bitcoin de bout en bout. أنا نخلصك Bitcoin وأنت هذاك Bitcoin tu تاكل به وهذاك يعني circulaire. Il tourne dans une économie circulaire. Or, actuellement, je ne sais pas est-ce que par préméditation ou non, beaucoup d'investisseurs ou les géants financiers se sont rentrés sur scène et ont privé et ont cassé ce cercle pour attirer l'attention juste sur l'aspect store value du Bitcoin. Voilà, Bitcoin, vous pouvez stocker votre valeur et l'en transformer en asset financier. Plus que ça, c'est-à-dire sa fonction initiale qui est une monnaie. Imaginez si demain on ferme tous les marchés d'échange, on utilise Bitcoin comme une monnaie entre nous. La valorisation du travail, il sera vraiment bien appliqué. D'accord. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu disais, si on regarde un peu l'évolution du Bitcoin sur les 10 dernières années, on a eu en moyenne une croissance de 170% en moyenne par an. Mais par contre, il y a eu trois crashs, trois chutes de plus de 80%. Voilà, donc c'est un actif très, très volatile, justement. Le jour où la crypto a été créée, il y avait le Bitcoin, il y avait 2 ou 3. Actuellement, il y a des milliers. Et sur les milliers, personnellement, il y a une centaine qui tiennent la route. Donc, le Bitcoin, c'est le top. Parce que si tu regardes au niveau des valeurs des Bitcoin, si d'autres valeurs baissent de 95% à 98%, le Bitcoin baisse un minimum à 80%. Parce qu'effectivement, comme il a dit Bat, il y a une guerre derrière, il y a des gens qui sont en train de rentrer pour pouvoir tuer le poussin dans l'œuf. Parce que, je vous ai dit, il y a 2 mondes qui se battent. Oui. Pour vous expliquer ça autrement, imaginez aux États-Unis, une mère de foyer, comme tout américain, dispose des actions en bourse. Du jour au lendemain, elle reçoit des relevés et du jour au lendemain, elle voit une valorisation boursière de ses actions qu'elle était au début, je veux dire une connerie de 100 000 $, et du jour au lendemain, elle voit $1 million. Elle se dit, merde, c'est de l'argent que j'ai. Et à partir de là, elle va partir auprès de sa banque et elle dit, écoutez, je veux que vous me prêtez de l'argent pour que je m'achète des biens immobiliers en Floride pour aller me réchauffer pour mes vieux temps. La banque, effectivement, par rapport au papier, elle pourra lui prêter de l'argent. Mais si dans un mois, ces actions flambent, descendent, comment elle va pouvoir payer? Parce qu'elle, lorsqu'elle est partie emprunter, elle est partie emprunter par rapport à la nouvelle valeur
de ces actions. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire au niveau des bitcoins. C'est qu'ils sont en train de jouer sur l'augmentation du jour et la baisser pour que demain, cette bonne femme ne croit plus en ce système et que les autres ne se croient plus en ce système. Mais par contre, moi, comme je suis d'accord avec Bad, c'est que la bitcoin, en tant que système, en tant qu'outil, il n'y a pas mieux. Mais en tant qu'actif, juridiquement, il n'a pas encore une valeur. Par contre, si demain, effectivement, la majorité des gens ont des bitcoins, c'est-à-dire ont des actions, même si ça baisse, donc dans le marché, il y a d'autres produits qui vont disparaître. Mais au moins, cette bitcoin permettra de pouvoir toujours acheter quelque chose d'autre parce que c'est le seul système que les gens auront encore confiance. Parce qu'il n'est pas corruptible. Et c'est ça le truc. Et c'est ça la guerre. Voilà. Guerre, c'est ça. Ah oui, 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 oui. C'était le point. Peut-être aller dire une femme au Floride. Donc là, si vous voyez généralement les familles, les qui il suffisait que rien le père il travaille. Pour montrer l'impact de la valorisation du travail. Donc, il suffisait qu'un seul de la petite famille sort au monde du travail pour nourrir le reste. Au cas, on préservait beaucoup de choses, des coutumes, on préservait la famille noyau, etc. Ça a même des impacts sociologiques, je vais dire. Mais après, à cause des politiques monétaires et l'inflation, etc., un seul qui travaille, c'est plus nécessaire, c'est plus suffisant, c'est pas nécessaire. Donc, il fallait que la femme, etc., etc. Ça montre l'impact même sociologique de la chose. C'est-à-dire la monnaie, là, si on creuse et on trouve la source de tous les problèmes, on va trouver deux. La création monétaire et les intérêts. Donc, l'idée, c'est que Bitcoin, s'il est adopté comme monnaie, non pas comme un asset, résoudra ce problème aussi. C'est-à-dire la valeur sera toujours stable avec, on ne va pas dire stable dans l'idéal, mais toujours, on va dire, comparé à l'existant. C'est-à-dire la stabilité idéale. Juste comparé à l'existant, $1 en 80 mètres avec $1 d'avant, ça ne vaut rien. Comme une anecdote, je crois que كل واحد عنده في العائله كيقول شي واحد كيدوز وحده ديال كيقول شي انا ديال هذوك راه كيتعرضوا عليا غير بطلب فلوس وما شريتهمش. راه هذا انا personnellement je sens l'inflation non pas par les indices qui sont donnés ou là avec le panier ou là deux facteurs que je considère c'est des vraies explications ou là des vraies manifestations de l'inflation. C'est la rue, il est où là عندك صداع عندك كتخرج ou il est عندك historiquement une augmentation des prix historiques sur des assets spécifiques, soit qui sont captés par c'est-à-dire les indices ou les là. Parce que là, il y a une discussion de comment l'inflation il a calculé, qu'est-ce qu'il capte, ou une injection monétaire des fois des assets non captés par l'inflation, donc bien l'impact d'ILA, ou sur des assets dès que le de régulation injecté, il investit dans d'autres marchés, dans des pays qui sont moins réglementés. Alors, la finance, vraiment, c'est tout un bazar. Donc, Bitcoin, c'est au moins une première brique pour fixer les choses. Mais ce n'est pas un système financier complet qui se présente. C'est juste la première brique, c'est à nous de vraiment l'utiliser pour il n'a pas une armée. Le Bitcoin, il n'a pas une armée, malheureusement, pour le défendre. Une armée des bateaux, des porte-avions, des avions. Mais il y a quand même une grosse communauté qui fait confiance dans le Bitcoin. Allusion au dollar. Voilà. Oui, exactement. Mais justement, par rapport au dollar, en 1945, les accords de Bretton Woods instaurent le système des talons or. Et donc, de fait, la valeur du dollar est directement indexée à l'or. Bon, c'est pour le rappel historique. Et donc, les autres monnaies sont indexées sur le dollar. Mais depuis, je vous ai envoyé un lien, What the fuck happened in 1971, et qui montre d'ailleurs la décorrélation flagrante, j'ai presque envie de dire, de la croissance avec le niveau de vie des ménages suite à l'abandon du gold standard.
Et donc, les gens font confiance au dollar parce qu'il y a derrière une économie qui est solide et qui domine, avec un règne sans partage sur le monde entier. Qu'est-ce qui différencie ces gens-là de ceux qui croient au Bitcoin? Parce que c'est la confiance qui est en jeu finalement. C'est une très bonne question. Là, je peux me lancer en premier. Vas-y. La différence entre ceux qui croient au dollar beaucoup plus que ceux qui croient au Bitcoin. Parce que le dollar aujourd'hui peut justifier deux choses. Premièrement, c'est une vraie monnaie. Et je dirais pourquoi le Bitcoin n'est pas une vraie monnaie maintenant. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas d'étalonnage sur le dollar alors qu'il y a un étalonnage sur le Bitcoin. Et si on a abandonné l'étalon or sur les monnaies avec les accords de Bretton Woods, c'est parce qu'on a compris qu'avoir un étalonnage, ça ne permet pas une expansion de l'économie actuellement qui accompagne la croissance des États. Alors, sur le premier argument, sur la monnaie, la définition de la monnaie, elle doit répondre à trois objectifs. Elle doit être un instrument de compte, c'est-à-dire qu'elle doit permettre d'être étalonnée. Quand tu prends 1 kilo euh, chez le marchand de légumes, 1 kilo, c'est un étalon qui te permet de mesurer, de comparer des choses comparables. Le dollar permet ça, le Bitcoin permet ça. Je peux coter 2 sandwichs, l'un en dollar, l'autre en Bitcoin, il n'y a pas de problème. Une monnaie, c'est un instrument d'échange. Je peux acheter un bien chez toi et te payer en Bitcoin. Je peux acheter un bien chez toi en te payant en dollars. Donc, les deux répondent à ce critère. Le troisième rôle d'une monnaie, c'est de conserver de la valeur. Or, le Bitcoin aujourd'hui n'arrive pas à conserver de la valeur justement parce que c'est extrêmement volatile, dans un sens comme dans l'autre. Donc, une monnaie qui prend 20% du jour au lendemain sur un tweet, sur une dépêche, une mauvaise information, des fois qui est juste mal interprétée par les agences de presse reprises, et ça fait baisser la monnaie ou la faire prendre de plusieurs pourcents en moins de 24 heures, fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas suffisamment crédible comme monnaie. C'est pour ça que le dollar va rester bien plus fort et bien plus adopté que le Bitcoin pendant une bonne période. La deuxième chose, c'est l'étalonnage de l'or. Parce que l'idée originale du Bitcoin, de dire qu'il y aura 21 millions de Bitcoin émis et c'est tout, c'est une idée très intelligente parce que ça permet de renvoyer dans l'imaginaire des gens que le Bitcoin, c'est de l'or. Mais le problème, quand on considère ça, ça a un revers de la médaille, c'est que justement, quand on a une monnaie qui est étalonnée sur une matière première ou quelque chose dont le stock est limité, fait que l'expansion économique ne peut pas se faire avec cette monnaie-là. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous avez les États-Unis qui voulaient sortir de la crise de 2008, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va arroser de l'argent comme pas possible, on va créer autant de liquidités que nécessaire pour sortir de là, et ça va marcher pour nous. Tant pis si on noie les autres économies avec les dollars. Comme disait l'autre, le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Donc, on va arroser le monde entier en dollars, et voilà, et on va s'en sortir. Et ils s'en ont sortis très vite. Si leur monnaie était étalonnée à l'or, ça n'aurait pas été possible. Le Japon, ils ont fait ça les années 80 pour sortir de la crise et ils sont sortis de la crise. La BCE, quand ils ont ramené Draghi du jour au lendemain, le bilan de la BCE a explosé et ils ont sauvé la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal de la faillite, alors que s'ils étaient étalonnés, ils n'auraient pas pu le faire. Donc aujourd'hui, aucun investisseur... Sur la Grèce, je ne suis pas d'accord. Mais bon, entre parenthèses. Là, mais ils l'ont sauvé, ils l'ont sauvé. Ils ont sauvé les banques françaises et allemandes. Hein. Ils n'ont pas sauvé la Grèce. La Grèce était déjà en faillite. Il y a d'ailleurs un bouquin que, entre parenthèses, à vous conseiller, c'est le bouquin de Yanis Varoufakis. Ça s'appelle Discussion entre adultes. Voilà. Donc, je mettrai Ok, je suis d'accord. Ils ont sauvé les banques. Sur la période même. Bref. Ouais. Voilà, ils ont sauvé les banques. Pardon, en sauvant les banques, les banques quelque part, ils ont sauvé la zone euro en rachetant la dette grecque détenue par les banques françaises. Donc, je suis d'accord avec ça. Mais globalement, on a utilisé de l'expansion monétaire pour sortir de crise.
Et ça, c'est pas Oui, possible quand oui. on a une monnaie qui est rattachée à une matière première dont le stock est limité, qui est le cas du Bitcoin. Je parle sous le contrôle de Badr, mais avec 21 millions de Bitcoin qu'on va créer, et c'est tout. Je crois qu'on a atteint d'abord 18 millions de Bitcoin créés jusqu'à présent, donc il reste pas beaucoup. C'est bien, ça rappelle dans l'esprit l'or, mais ça ne peut pas être utilisé comme monnaie dans l'esprit où on ne peut pas en faire de l'expansion économique qu'on en fait avec les monnaies traditionnelles. Dans le modèle capitaliste qui est le régime Actuelles, économique exactement. actuel, exactement. Oui, Exactement. c'est Exactement. clair. Juste pour C'est revenir clair. à ce point d'étalonnage, parce que c'est très important. C'est exactement l'explication de Théadé, je suis avec. C'est-à-dire ce besoin d'avoir une source, je vais dire, illimitée de monnaie pour faire avec une croissance courante. Mais il faut comprendre le problème de croissance d'où il vient. Le besoin d'avoir cette croissance continue que je crois personnellement, je suis un peu orthodoxe, il n'y a pas une nécessité d'avoir de la croissance continue. Mais si on comprend que la monnaie est créée à travers de la dette et on a des intérêts à payer, on comprend pourquoi il y a besoin d'avoir cette croissance et qui va à l'encontre du problème de l'épuisement des ressources. Alors, on a une terre qui est quand même limitée. ودابا شفنا مع climate change غير باش نقول لهم نقصوا من الكربون وديروا faites ça, ils ne peuvent pas. Parce que ce besoin d'avoir une croissance continue pour en quelque sorte éviter la récession et éviter ses conséquences, c'est un problème du modèle économique ou le financier qui a été créé من Bretton Woods tel. Donc, alors, le problème, quand on essaie de comprendre la situation, l'optique de la finance actuelle, alors on n'a pas beaucoup de choix, vraiment. Soit on va c'est-à-dire rebâtir de la finance ou de l'économie en général, soit on va essayer de la fixer ou la rélimiter ses dégâts. Parce que le problème de croissance, c'est une nécessité. Elle est devenue une nécessité. Parce que si on simplifie les choses de un niveau très simple, on va trouver que la création de la monnaie à base de dette, il y a la cause. La croissance continue a des impacts sur les ressources naturelles. Et les matières premières, pour une croissance continue, à coûte je veux dire avec la ressource. Le modèle a ses limites, parce qu'il a des limites. D'ailleurs, il y a le GIEC qui a sorti un rapport en 2018 qui montre que le pétrole et le charbon, on a consommé plus de 50% des ressources disponibles sur Terre. Donc, alors que voilà, donc on a moins de 50% des ressources disponibles là-bas à extraire, et alors qu'on a une croissance exponentielle et ça n'a pas. En Voilà. combien de temps? Alors, ce qui est important, en combien de temps on a consommé Exact. 50%? Et à quel coût? Et à quel coût? Et à quel coût? Parce qu'on doit aller de plus en plus en profondeur aussi pour aller le chercher. Donc, le problème, c'est vraiment le modèle économique, ou je vais dire plutôt financier, a des conséquences, non pas juste sur a des impacts sociologiques, a des impacts écologiques, etc. Alors, on a besoin de fixer la chose. Le dollar, il contribue à les problèmes. Parce que, bien sûr, si on le vit momentanément, oui, c'est une monnaie, je vais dire, stable. Et je vais acheter une maison demain. Il y a de la stabilité momentanée. Mais si on zoom out, c'est-à-dire on sort et on essaie de comprendre les choses et de voir et de se soucier de l'avenir de cette terre, on voit que vraiment le dollar et son système, c'est un système défectueux. J'ajoute un deuxième point. Pourquoi le dollar continue son hégémonie, même avec en quelque sorte la masse monétaire? Alors, ça, tu dois ajouter la charte de la masse monétaire du dollar. Alors, parce que c'est une monnaie expansionniste. Elle a besoin de s'étendre. Parce qu'il y a toujours des marchés qui vont demander du dollar. Alors, c'est Ponzi scheme. Le dollar, c'est comme un Ponzi scheme. Tant qu'il y a des gens qui rentrent dans le schéma, il va continuer. Mais à un moment donné, les mêmes parce qu'ils rentrent avec le schéma, ça va bloquer quelque part. Et donc, d'abord, il n'y a pas un risque à court terme. Enfin, on est d'accord. Le dollar, ça reste une monnaie, etc. Mais d'ici d'un futur, où les limites viennent tout ce qui est réserve naturelle, où il y a des limites, ou avec tout ce qui est climate change, les changements climatiques, ou je ne sais pas, d'autres pôles économiques, les ou la politique, les là, le dollar aura du mal vraiment
Alors, Badr, dans le système monétaire classique, il y a une hiérarchie. Il y a la banque centrale qui décrète la quantité de monnaie en circulation sur le marché. Il y a des banques commerciales qui, c'est vrai, elles impriment, elles font de l'argent, de la création monétaire ex nihilo, certes, mais voilà, en accordant des crédits, etc. Mais Badr, prenons une crypto solide. Au commencement, il y a le Bitcoin. Donc, en prenant le Bitcoin. Comment ça se passe dans le Bitcoin? Il y a l'algo qui régule la quantité émise. Et donc, ouais, je veux dire, ce n'est pas là la question. Qu'est-ce qui justifie cette confiance aveugle dans le système? Parce que un système dont on ne connaît pas le créateur. Alors, je vais renverser la question. En quoi va nous être utile de connaître la personne derrière? Je me suis. La création du Bitcoin, la protection de l'anonymat de la personne derrière, c'est une nécessité. On le dit toujours. Voilà, si on connaissait la personne, voilà, c'est vraiment, Okay. Il a créé quelque chose de tellement révolutionnaire pour se protéger lui-même, protéger le système, mais garder l'anonymat. Alors, je donne une information. Les systèmes Linux, qui est le père fondateur d'eux, c'est Linus Torvalds. Ou les systèmes Linux, هو اللي عندك التليفون هو اللي كيدخل لي سيرفر هو اللي كيدخل كلشي. Alors, il a dit une fois قال شحال من مره جات عندي لا NSA قالت لي دير un backdoor في le corps du système ديالك. Et c'était ça possible parce que il contrôle tout. C'est l'emblème, c'est كذا. En Bitcoin, la personne il a évité ça. Je donne une deuxième information. Une autre question غريبة, quelqu'un qui a créé un système multimilliard et qui se cache. Je donne une personne qui a fait la même chose. Wikipédia. Wikipédia, exactement. Ouais, par non, exemple. plus que ça. Non, plus que ça. Celui qui a résolu le problème mathématique millénaire. Actuellement, il y a 10 problèmes millénaires. Il y a un qui a été résolu. Ça s'appelle, je crois, Perlman. Et il a refusé la reconnaissance. Il a refusé même le prix. C'est-à-dire, il y a des gens, et ce n'est pas une première, qui prend en considération, c'est-à-dire le changement qu'il apporte, non pas l'intérêt derrière. Donc, pour expliquer que l'anonymat, c'est pour protéger le système, même si on connaît la personne, ou même si c'est le NSA, porte peu, parce que le code est clair. Il nous a donné quelque chose qu'on peut tous vérifier. C'est-à-dire, je suis connaisseur du code, j'ai lu le code du Bitcoin une fois, je le connais parfaitement. Dans mon livre, j'ai démontré comment tu peux créer une monnaie à base de Bitcoin. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont standardisées, que Hua, il a juste écrit la formule. Il a écrit la formule, il nous a donné la formule. Einstein, anonymement, il t'a envoyé M égale MC carré. C'est juste, mais la personne derrière anonyme, là, pour peu, pour peu. Parce qu'on connaît exactement comment le système fonctionne et on connaît exactement que les mécanismes derrière sont infaillibles. Alors, avec le système, si c'était un système fermé, oui, Facebook ou Google, on ne sait pas ce qu'il y a de. Mais là, c'est un système clair, transparent, écrit par des outils que tout le monde peut vérifier. Dès que tu as un niveau d'expertise, tu peux toi-même changer. C'est plus important que ça. هذا هو أهم حاجة qui peut répondre à ce problème. C'est-à-dire نقدروا غدا نحيدوا بيتكوين ونديروا حاجة أخرى. Qui a été fait. Un projet qui ont été créés après Bitcoin par des personnes qu'on connaît exactement. C'est quoi le problème? Permettez, pour reprendre ce qu'il dit Bad, là, ce qui est bien dans la crypto, surtout dans la Bitcoin, c'est que la communauté, c'est elle qui valide. Tant que la communauté qui se trouve dans un système ne valide pas, la valeur de la chose m'a engagé. Alors qu'avant, c'était une entité qui définissait la valeur d'eux, ou l'identification d'eux. Mais par contre, maintenant, c'est toute la communauté qui se trouve dans une entité, dans un truc spécialisé, qui doit la valider pour pouvoir lui donner une valeur. À ce moment-là, la corruption est impossible. Voilà. Les arguments du technicien que sont ceux de Badr qui va directement aller vers le code source du Bitcoin et te dire que pour lui toutes les lignes du code sont claires, etc. Peu importe l'instigateur, j'ai l'information complète, précise, je peux l'utiliser de manière autonome. C'est vraiment un discours du technicien de la crypto et du blockchain qui parle. Il y a aussi les arguments de ceux qui regardent un peu plus loin et qui ne maîtrisent pas la partie technique de la chose et qui te disent que finalement l'anonymat garantit que le Bitcoin est vraiment un actif public, n'appartient à personne.
Et ça rejoint également ce que disait Oussama, c'est qu'il y a une communauté qui doit valider les transactions, etc. Il y a une notion de communauté, de ces publics, qu'il n'y a pas un gourou, si tu veux, derrière. Imagine que le premier jour, parce que là, les cryptos qui sont arrivés derrière Bitcoin, ils sont arrivés dans un terrain qui est défraîchi par Bitcoin. Mais imagine en 2008, tu as quelqu'un qui crée un blog pour te dire, je vais créer ma monnaie, venez l'acheter avec moi. Les gens, ils ne vont pas regarder ça, c'est pas sérieux. Et si ça commence à prendre de l'ampleur, on va très vite aller regarder son histoire, etc. On va le descendre, on va le décrédibiliser complètement. Et on passe à autre chose de type histoire de Snowden, etc. Plein d'histoires comme ça. Mais là, le fait que quelqu'un, un groupe ou peu importe qui ait créé quelque chose, donné toute l'information, rendu toute l'information publique sur le code et code qui indique qu'il y a une communauté dont on peut faire partie, toi et moi, qui va valider les transactions et que moi, l'instigateur, je ne veux pas apparaître. Au contraire, c'est ce qui a fait que on a cette brèche qui a été créée par le Bitcoin. Et si on avait quelqu'un derrière ou un groupe, forcément, ça serait un personnage clivant. Il y a des gens qui seront pour, des gens qui seront contre. Et si ça prend de l'ampleur, on va essayer de descendre le truc. Comme on a essayé de faire descendre Google à un moment, comme on a essayé de faire descendre Facebook à un Clair, clair. moment, voilà. Donc, je crois que tous les éléments plaident pour c'est bien pour le Bitcoin que le créateur ne soit pas connu finalement. Une question pour Badr. Badr, on en a discuté la dernière fois longuement dans l'angle. Et donc, on a discuté du Bitcoin et de la technologie sous-jacente pardon, qui est la blockchain. Mais ces crypto-monnaies, finalement, est-ce que c'est... Moi, il me semble que les crypto-monnaies sont une licence du secteur privé pour imprimer de l'argent. La sphère Bitcoin ou la sphère crypto-monnaie en général, c'est une sphère naissante. Et donc, on va connaître des dérives, c'est-à-dire 100%. Et l'une des dérives, c'est qu'il y a un mouvement actuel qui veut vraiment partir dans ce sens de créer de la monnaie à partir de rien. L'idée de créer une monnaie à chaque 10 minutes, on a un nouveau projet. Ça n'a aucun sens. Ouais, et donc, avec les ICO, etc., les Initial Coin Offering, et donc, tu as des gens qui amassent de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a actuellement des créations de tokens. Les shitcoins, c'est ça exactement le terme. C'est qu'on a des dérives. Je suis quelqu'un vraiment de logique. Je ne suis pas à 100% crypto. Tu n'es pas maximaliste. On est d'accord. Je suis maximaliste dans le sens si je parle Bitcoin et son utilité. Dans ce périmètre, oui. Mais je ne suis pas maximaliste généraliste. C'est-à-dire tout crypto. Non, ce n'est pas dans un seul panier. Donc l'idée, c'est que les cryptos ont leurs propres dérives. Et l'une des dérives, c'est vraiment il y a actuellement ce problème de shifter la création monétaire au lieu de l'avoir. Bon, c'est pas public. Je ne sais pas comment dire shifter parce que vraiment privé. Mais bon, c'est qu'actuellement, il y a des gens qui se veulent ou qui veulent prendre en main ce pouvoir de création de monnaie. Et c'est beaucoup de projets qui se basent sur de la tokenisation, sur des tokens. C'est-à-dire, on prend une blockchain qui existe, on crée dessus un token, on le distribue. Parce que dire qu'il y a 16 000 cryptos ou les 20 000 cryptos, ça n'a aucun sens. Et personnellement, moi, j'espère toujours avoir une grande bulle, une explosion de bulles. C'est similaire à celle de Dotcom Bubble, exactement, de 2000, pour se débarrasser de tous ces projets-là. On a eu le premier grand crash 2017, et on s'est débarrassé de beaucoup de projets ICO. On est en train de refaire la chose avec la DeFi actuellement. J'espère qu'il y aura une deuxième explosion de bulles pour se débarrasser d'eux. Parce que la crypto actuellement a ses dérives, et des dérives qui sont en général des imitations des dérives qui existent en finance classique. Je m'explique. Si vous connaissez bien actuellement, si on présente la distribution de valeur en finance, on va trouver que la large valeur s'articule autour des dérivatifs, des produits dérivés. Actuellement, le marché des produits dérivés, vous pouvez me corriger, je crois que c'est 10 fois le PIB international. C'est quelque chose d'immense. D'abord, les produits dérivés, c'est vraiment le produit le marché le plus grand en finance. Et donc, Adil, on parle sous ton contrôle. Oui, il a raison. Et d'abord, avec les dérives des dérivés, la finance classique et les heurter un mur, en crypto, on est en train de refaire la même chose avec la DeFi.
La DeFi, je m'explique, c'est quoi? C'est la finance décentralisée. Decentralized finance. Decentralized finance. C'est-à-dire, on essaie de recréer les services classiques avec de la blockchain sur des plateformes qui tournent sur blockchain. Donc, je vais te donner des crédits, des emprunts, de l'assurance, etc. Donc, vous pouvez imaginer vraiment tout. Même si c'est au début. Mais c'est vraiment ce clonage de la finance classique va infecter, et il est en train d'infecter la crypto-monnaie, bien sûr, les non-Bitcoin, parce que moi, je considère vraiment, je donne beaucoup d'estime au projet Bitcoin parce qu'ils ont gardé la même vision de Satoshi Nakamoto, la même vision initiale. Ils ne courent pas après cette DeFi, ils veulent garder vraiment Bitcoin comme une monnaie de bout en bout. Autre que d'autres projets vraiment veulent, bien sûr, pour avoir des avantages concurrentiels, créer de la finance carrément, de la recréer. Donc, actuellement, là, sur des blockchains, tu peux avoir des prêts avec 0%, tu peux faire de l'épargne avec 15%, tu peux faire des assurances, etc., etc. Donc, ça reste complexe, mais bon. Là, pour te répondre à ta question, oui. Pour une partie de cryptocurrency, il y a ces dérives-là, dont l'une, c'est de vraiment créer la monnaie à partir de rien. Je le dis, je le redis. Il y a beaucoup de projets crypto, token, machin. C'est de la création inutile de la monnaie. Sauf que si on se débarrasse de tout ça et on garde Bitcoin, non. Je vais dire non. Ça n'existe pas dans le cas de Bitcoin parce que la création monétaire de Bitcoin, elle est contrôlée, elle est justifiée. Et déjà, comme on l'a dit, si on prend le classement des actifs, si on considère Bitcoin comme un actif, donc là, c'est la valorisation, ça nous donne une idée de la confiance. Parce que ce qui donne à une monnaie sa valeur, comme on dit fiduciaire, c'est du confiance, c'est la confiance des gens. Et donc, la capitalisation d'un asset en quelque sorte, ça reflète à un certain niveau une confiance d'une majorité. Et par conséquent, cette confiance, par conséquent, elle est là, due au mécanisme de la création monétaire de Bitcoin. Je connais par exemple qu'il y aura 21 millions de Bitcoin, mais le Bitcoin, il est divisible. La dernière unité s'appelle Satoshi. Donc, si on veut scaler le projet sur Bitcoin, on va utiliser des Satoshi qui sont, je crois, à l'ordre de 10 à la puissance, je ne me rappelle plus, 12, 18 ou quelque chose. C'est vraiment, c'est-à-dire c'est des trillions de Satoshi. Donc, si on veut utiliser Bitcoin comme une monnaie globale internationale, il peut être utilisé parfaitement parce qu'elle est divisible à un niveau très, très important. Mais actuellement, un dernier point, c'est que personne sur Terre ne peut définir la vraie valeur de Bitcoin. C'est ça le problème. C'est qu'on a 21 millions, mais qui va nous dire qu'un Bitcoin doit être 1 milliard, à chose de ou personne ne peut justifier la vraie valeur, contrairement à toutes les autres devises qui sont liées à l'économie, etc., etc. Donc, c'est ça. C'est à la fois un avantage et un problème dans Bitcoin. Je rejoins l'idée de l'égalité à Bitcoin. Voilà que Elon Musk et Firk Mennes, il annonce une tweet, ça boucle. Mais ça, c'est des effets, je vais dire, à ce manque de visibilité vis-à-vis le Bitcoin lui-même, sa vraie valeur, mais aussi, comme j'ai dit, c'est-à-dire à l'arrivée des dérives du monde classique et des acteurs du monde classique dans le Bitcoin. Et donc, pour terminer, Bitcoin, ce n'est pas de la création privée. Beaucoup d'autres cryptocurrencies, c'est de la création privée ex nihilo de la monnaie. J'ai envie de rebondir si possible. Vas-y, Adil, vas-y. À la fin de son intervention, Badr, il a évoqué un point très intéressant, très important. C'est celui de la valorisation de la valeur des cryptos, Bitcoin ou autre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin doit avoir telle ou telle valeur? Quand on regarde la finance conventionnelle, n'importe quel actif a des fondamentaux. Quand vous prenez une monnaie, ça va dépendre des échanges extérieurs de cette monnaie, du taux d'inflation, du chômage, de la croissance, de la santé ou pas de la nation qui émet cette monnaie. Une action, ça va dépendre de la santé économique de l'entreprise. Une obligation, ça va dépendre de la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes. Donc, n'importe quel actif financier traditionnel a des fondamentaux. Et sur ces fondamentaux se grève la spéculation. Donc, je peux avoir un actif dont la valeur fondamentale est de 10, mais qui vaut 13, et la différence entre 13 et 10, c'est de la spéculation, c'est des attentes, etc. Sur les cryptos, on a ce gros problème qui fait qu'une bonne partie de la finance conventionnelle n'arrive pas à se projeter dans ce marché, parce qu'on n'arrive pas à comprendre
quels sont les fondamentaux? Qu'est-ce qui va faire que je dois aujourd'hui avoir une valeur du Bitcoin à 60 000 dollars et pas à 40 000 ou à 30 000? Parce que les. Et c'est encore pire pour les autres cryptos que le Bitcoin, parce qu'il y a des cryptos qui sont 100% spéculatives, sans projet, sans rien du tout. On a vu une qui est née sur le nom d'une série Netflix. Donc, c'est du pipeau. Et quand vous revenez à la crypto la plus sérieuse, qui est le Bitcoin, quand on vient de la finance conventionnelle, on n'arrive pas à voir quels sont les fondamentaux. Vous prenez une devise, vous prenez le taux d'intérêt dans l'État, les échanges extérieurs, et vous arrivez à avoir le prix de cette devise par rapport à d'autres devises. Une action, quels sont les flux futurs? J'actualise avec un taux d'actualisation, j'ai une valeur fondamentale. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai une valeur qui me back, qui me permet de savoir où j'en suis par rapport à un prix de marché. Sur le Bitcoin, c'est uniquement de l'offre et de la demande. Et dans cette offre et de la demande, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de millénials qui investissent dans le Bitcoin. Et c'est des gens qui ont une éducation financière, pour beaucoup d'entre eux, qui est quasiment inexistante. Il s'est formé sur YouTube. À la base, il n'a pas de formation financière. Il ne comprend pas les mécanismes de l'offre et de la demande. Il suit des avis sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Et donc, ça part dans tous les sens. Et le jour où peut-être la finance, moi, c'est une conviction que j'ai, c'est que le jour où la finance conventionnelle arrivera à quantifier les fondamentaux d'une crypto, en l'occurrence le Bitcoin, on va avoir de gros flux qui vont aller là-bas parce que ça fonctionne comme ça. Si tu me donnes une minute, je m'explique. Il y a déjà de gros flux Oui, qui sont déjà il y dans a le Bitcoin. Il y a Bill Miller, sur la etc. partie, mais ça joue sur la partie flux et spéculation. Parce que tu prends un fonds d'investissement qui a des clients, quand il prend des paris sur des actifs, à un moment, il doit rendre des comptes et dire pourquoi il achète ça et ça et ça pour ses clients. Et sur le Bitcoin, aujourd'hui, sauf des stratégies de momentum, c'est-à-dire tu dis j'achète parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, tu n'as pas d'explication rationnelle, fondamentale, des calculs mathématiques à montrer pour dire voilà pourquoi j'achète. Tu parlais de justification, notamment lors de la publication des résultats, etc. Bill Miller, justement, il a justifié son investissement par le fait que le Bitcoin est une assurance contre l'inflation. Bill, can you explain to me the concept of Bitcoin as an insurance policy? There's 21 million shares of this insurance company outstanding. And every day that somebody wakes up and says, you know, I need some insurance in case something, you know, in case the government seizes all the gold like they did back in 1933. Or, you know, when Afghanistan, we pulled out of Afghanistan, Western Union stopped remittances. So if you couldn't get money, and it's still hard to get money in Afghanistan, you were in serious trouble. In Lebanon, the lira has completely collapsed. Venezuela is a failed state. And yet Bitcoin continues right along. That was your insurance policy against financial catastrophe of one sort or another. And what did the Fed do when the pandemic shut down all parts of, threatened to shut down all parts of the economy? The financial markets came unglued, and the normal relationships between cash and bonds and securities, especially asset-backed securities, got blown apart. And the Fed had to increase the money supply by 25% to keep those things from collapsing as they did in 2008. Mais l'historique ne le démontre pas. Hein. Quand on a vu que l'inflation a explosé, le Bitcoin n'a pas pris. Quand on a vu qu'avec l'éclatement de la pandémie, de la crise de la pandémie, quand tous les marchés ont baissé, le Bitcoin, il a baissé, il n'a pas joué le rôle de valeur refuge. Donc, pour le moment, ça ne joue pas le rôle de valeur refuge contre l'inflation, contre les crises qu'on aimerait ou qu'on aurait cru avoir comme on l'a sur l'or. Donc, pour revenir, il faut comprendre une chose. Une devise, une monnaie, elle a un statut juridique. Le Bitcoin, actuellement, n'a pas encore un statut juridique comme monnaie. Il a un statut en tant qu'actif. Oui. En tant qu'actif, c'est comme si je te disais, c'est une action, cotée en bourse. C'est-à-dire qu'à côté, juridiquement, l'ensemble des pays ne se sont pas mis d'accord dans la notion comment on va jouer le jeu sur le terrain ensemble par rapport à ce jeu-là. Juridiquement, le Bitcoin n'existe pas
Demain, on sort une règle, une loi, que les bitcoins, la crypto-monnaie est interdite, tous les actifs de crypto-monnaie auront une valeur de zéro. Pas forcément. C'est la décentralisation de C'est la facto. confiance. Elle défie le. Je suis tout à fait d'accord, parce que comme a dit Badr, il y a une confiance, il y a une population qui s'y met. Maintenant, effectivement, le problème qu'il y a, c'est que, entre guillemets, les États sont en train de regarder ça et de voir comment réguler les choses et de voir. Oui, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on est en train de parler, c'est que la crypto est un actif. Les monnaies, malheureusement, je peux le dire, et là, pour revenir à Adil, c'est que pour moi, la valeur des monnaies actuelles sur le marché sont fausses. Lorsqu'on voit les balances commerciales des pays, qu'on voit la monnaie d'un pays dont la balance commerciale est déficitaire, alors que sa devise, elle est bien placée parce que tout simplement, elle est plus utilisée que les autres monnaies, là, je commence à me poser des questions. Pour moi, personnellement, je suis prêt à investir dans le yuan, qui, entre autres, je peux même pas apporter pour information, il est même convertible en or, hein, il est convertible en or, et qui a créé même son propre SWIFT, que de rester sur le dollar, où il y a beaucoup de gens qui commencent à se douter. Effectivement, à moyen terme et à long terme, je ferai plus confiance en l'actif Bitcoin qu'en une monnaie. Parce que l'actif Bitcoin dispose d'un système, un système de création que tout le monde croit en lui. Tout le monde a confiance en ce système. Ça y est. Voilà. L'idée de dire voilà que le Bitcoin, dès que l'inflation, il suit. Alors actuellement, récemment, il y a une sorte de corrélation entre les marchés et le Bitcoin. Parce qu'il y avait l'introduction des futures, l'introduction des ETF, etc. C'est-à-dire, les marchés classiques essaient de créer un bridge, c'est-à-dire un pont avec la crypto, parce qu'ils voient de l'intérêt derrière, des profits derrière. Et cette corrélation avec les marchés, elle est en train de s'établir. On l'a vu, l'indice, je ne sais pas, S&P, qui est le Bitcoin. C'est-à-dire, il y a actuellement une sorte de corrélation, mais due au fait qu'on est en train de créer des instruments financiers classiques qui au Bitcoin. Donc, c'est pas la faute de Bitcoin, c'est la faute des gens qui ont créé ces assets-là et on leur a autorisé de faire la chose. Donc, l'idée, c'est que la finance classique, elle est guidée par le profit. Elle n'est pas guidée par le principe. Nous, on est en train de parler, quand je parle Bitcoin, etc., là, on parle plutôt principe de la finance classique. Là où il voit vraiment qu'il y a un intérêt, il va créer des liens avec cet asset, que ce soit Bitcoin ou autre. Donc, l'idée de dire qu'il y a corrélation, je suis tout à fait d'accord. Donc, exactement, récemment, il y a, je vais dire 2 ans, 3 ans, avec l'apparition de ces instruments-là, on est en train d'avoir cette corrélation, mais personnellement, je suis contre cet aspect spéculatif de Bitcoin, même si on considère Bitcoin comme un asset. Parce que personnellement, je vois Bitcoin comme la lumière. La lumière, il y a toujours cette discussion. Il y avait cette discussion qui dit, voilà, la lumière, c'est une onde, c'est une particule. Bitcoin, c'est la même chose. C'est une monnaie ou là, c'est un asset. De base, c'est une monnaie. Et il est écrit noir sur blanc dans le papier de Satoshi Nakamoto, Electronic Cash System. C'est un système de cash. Un dollar, un dirham ou un euro, c'est une monnaie. Sauf que, bien sûr, vu qu'il y avait un intérêt qui est sur cette monnaie-là, il y a la création de l'offre et la demande, et il y avait aussi la création des marchés de spéculation. Où les 2 facteurs, ils ont transformé petit à petit Bitcoin d'une monnaie pure à un asset financier. Et donc, si on suit la courbe de Bitcoin, elle a été toujours, on dit quelques dizaines, 1000, 300, je te dis parce que j'ai commencé vraiment très tôt Bitcoin. Et je me rappelle des années qu'on avait des bitcoins, bon, avant l'interdiction, et on vraiment s'ennuyait. Pour une année, 2 années, rien ne se passe. Actuellement, dans 1 minute ou 30 minutes, tu as une variation, tu as quelque chose qui se passe,
qu'il m'a dit, donc les dérives de la finance classique, donc les acteurs qui sont rentrés dans le système de Bitcoin et ils ont profité de cette évolution de Bitcoin comme étant un actif. Les gens doivent comprendre, c'est une sorte d'éducation, que Bitcoin doit rester une monnaie. Et les big whales, par exemple, les grands détenteurs de Bitcoin ont cette vision-là, c'est de garder Bitcoin chez eux comme un store value contre l'inflation, etc., etc., mais parce qu'ils comprennent parfaitement l'utilité de la chose. Un deuxième Donc, c'est point, en fait la perception fausse le projet, en fait. Voilà. Oui, exactement. Donc, l'idée, quand je dis qu'on ne connaît pas la valeur de Bitcoin, mais là, je suis en train de parler théoriquement, c'est-à-dire, personne ne peut me dire le prix ou la valeur référentielle de Bitcoin, c'est $1000. Alors, marche, il coûte $1000. Alors, personne, parce que, comme j'ai dit, ça dépend de l'adoption de cette monnaie. Si elle est adoptée demain, par exemple, globalement sur l'international, alors un seul Bitcoin pour $100,000, c'est rien. Mais s'il reste juste un aspect ou un outil spéculatif comme il l'est actuellement, avec une adoption, je vais dire, limitée dans quelques pays, avec juste qui m'a des milléniums, de la jeunesse qui a une pensée, etc., ou avec un cadre une adoption qui est limitée, alors on ne va pas vraiment percer comme l'a voulu le créateur le jour J. Parce que Bitcoin, avec le créateur, alors, il faut se rappeler, il a mis dans le premier bloc un message clair. قال هضر على البيل اوت اللي كانوا وقع لي بونك هذيك ديك ليد فينونسيير اللي داروا لي غوفرنمون بور لي بونك عقلت chancellor on the brink of second bailout of for banks. Donc l'idée c'est il envoie un message pour dire voilà vous avez vécu les dérives des banques, vous avez vécu les dérives du système financier classique. Alors je suis en train de vous présenter une alternative. C'est à vous de les dérives humaines, même les textes sacrés, la nature humaine, elle est comme ça. Mais il ne faut pas blâmer Bitcoin. Alors, il faut blâmer ceux qui ont apporté ces dérives-là. Il faut toujours garder en tête, c'est-à-dire le bon chemin. Bitcoin, c'est une monnaie, mais actuellement, comme je dis, c'est comme de la lumière avec un deuxième aspect spéculatif. Personnellement, je peux tolérer la spéculation, mais si on veut mettre en place la spéculation, il doit être régulé. Il faut se rappeler que Elon Musk, c'est l'un des grands, je vais dire, manipulateurs des marchés classiques. Il avait des problèmes. La SEC. La SEC, donc il a trouvé un monde dérégulé et il est en train de jouer. Tout le monde est en train de jouer. Personnellement, pour l'aspect spéculation, je suis pour la régulation. Parce qu'on est en train de faire face à des entités financières classiques. Quand on parle de coin, quand on parle de MicroStrategy qui est en train d'acheter des milliers de bitcoins, ce n'est pas des petits jeunes qui sont avec une fraction de bitcoin, c'est des gens qui veulent se positionner. Et s'ils veulent se positionner, ils doivent assumer. Donc, il doit y avoir de la réglementation de ce monde-là spéculatif. Parce qu'on a le pouvoir de réguler. Parce que quand on spécule à travers des interfaces, à travers des plateformes, à travers des ETF, à travers. Donc, c'est de l'extension de la finance classique. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas réguler cet aspect-là. Peut-être parce qu'ils veulent vraiment avoir que les gens aillent en tête ce problème-là. Bitcoin, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est très volatile ou les HEDA. Mais si on revient à la nature initiale de Bitcoin, et si on l'utilise comme monnaie, comme moyen d'échange entre individus, alors, comme me dit Citibank, c'est peut-être une très bonne solution au commerce international. Alors, je dis que Citibank, ce n'est pas moi. Donc, Citibank, je l'étude de dire voilà, si demain les CBDC aient lieu comme un premier, parce qu'ils ont dit que c'est un prérequis, parce que les banques ont peur, blabla, etc. Si on arrive à avoir ce prérequis-là d'avoir des CBDC, c'est-à-dire le next step, c'est vraiment d'utiliser Bitcoin comme une monnaie de global trade. Et si on parle de monnaie de global trade, c'est-à-dire le dollar, on est en train de le dépasser. Parce que Bitcoin n'est pas initialement indexé sur le dollar. Il n'est pas backé par le dollar, il faut comprendre ça. Il est backé par la confiance des gens et par son adoption. Donc, on peut lui définir une valeur commune, c'est-à-dire liée aux biens et aux services, non pas basée sur une deuxième devise ou sur des indicateurs. Et donc, demain, si on veut recréer une finance plus stable, on aura besoin de monnaie stable.
Et l'une des monnaies qu'on a la plus stable, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin. C'est vraiment ça ma vie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Très belle chute. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette discussion très intéressante sur l'Internet of Money. Et donc, je vous dis à très bientôt. Merci.